Stéphane Guénin, donc nous vous recevons à Cannes donc pour ce festival le 67e et vous êtes présent pour deux raisons, en tant que réalisateur, en tant que producteur et en même temps aussi en tant que responsable de l'AFPF. Alors l'AFPF, ça veut dire quoi? L'Association française des producteurs de films, c'est l'un des 5 syndicats français de producteurs, créé en 1972 par Anatole Dauman, à qui on doit entre autres Mort à Venise, Hiroshima mon amour, Les ailes du désir, Paris Texas de Wim Wenders ou Le tambour de Volker Schondorf, donc pas mal de palmes d'or. Alors quelles sont vos actions spécifiques? Parce que je pense que c'est important que les producteurs aient aussi un syndicat qui puisse les défendre. C'est l'objet principal de notre syndicat, c'est d'essayer de défendre l'intérêt des producteurs français ou agissant en France, car nous représentons également, bien qu'ils ne soient pas membres du conseil d'administration, mais des producteurs étrangers qui travaillent en coproduction avec des productions françaises. Et le but, c'est d'avoir des conditions de travail qui soient tout simplement applicables. Donc c'est respecter les lois et essayer d'agir sur les lois et règlements afin que celles-ci soient applicables et non pas simplement, on va dire, posées là pour faire bien pour les syndicats de salariés. Ça veut dire que vous agissez avec les États, avec les institutions? Oui, nous sommes présents dans toutes les commissions mixtes paritaires, avec les pouvoirs publics et avec les représentants des syndicats de salariés. Nous avons malheureusement perdu la bataille de la convention collective, puisque nous souhaitions qu'une convention collective soit effectivement mise en place, mais qu'elle soit applicable. Or, nous nous retrouvons avec une convention collective qui est rentrée en vigueur le 1er octobre dernier, et qui est tout simplement la mort du cinéma en France, à part des grosses productions américaines qui ont les moyens de venir tourner en France. Le reste des films ont disparu et d'ailleurs à la commission d'agrément ou à la commission de dérogation, il y a très peu de films. Donc ça prouve bien qu'actuellement on est à moins 33% de films tournés en France sur les 6 derniers mois et ce n'est que le commencement. Alors l'avenir est très pessimiste alors? L'avenir est pessimiste pour les techniciens français et les acteurs, on va dire, pas les acteurs principaux qui sont français. Par contre, le film français peut très bien se fabriquer ailleurs. Et on voit énormément de films, dont des films qui sont actuellement présentés à Cannes, comme le film d'Azanavicius, qui ne sont pas tournés en France. Donc non, il peut y avoir un cinéma vivant, il peut y avoir un cinéma efficace, il peut y avoir un beau cinéma français. Mais malheureusement, pour les industries techniques et pour les salariés, en fait, ça ne se tournera plus en France. Oui, donc votre combat doit être de plus en plus important, je suppose. Vous êtes combien de producteurs réunis dans... Alors, nous sommes 44 membres à la FPF. On va dire 48 si on compte les 4 nouveaux membres qui ont décidé de quitter certains autres syndicats pour venir chez nous pendant ce festival. Mais je crois que malheureusement, quand le pas est pris, les lois sont édictées, sauf quand l'intérêt général montrera que véritablement c'est une catastrophe, il n'y aura pas de revirement. Alors il y a une demande en annulation de la convention collective qui a été introduite par la CFDT, qui a été introduite par la SRF, parce que les premiers impactés ce sont les réalisateurs, parce que dans cette nouvelle convention collective, le salaire minimum non chargé du réalisateur est de 100 000 €. Alors que les chiffres donnés par le CNC qui nous permettaient d'avancer dans la négociation démontraient que le salaire médian d'un réalisateur était de 42 000 € sur les 5 dernières années. Médian, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont zéro, oui, parce que des toutes petites productions, souvent les auteurs, réalisateurs, producteurs ne se payent pas, par contre donnent l'argent nécessaire pour les techniciens et puis pour le matériel et puis pour les laboratoires. Et des gros salaires de réalisateurs réputés avec des films très bien financés, qui est tout à fait normal qu'ils touchent ces salaires-là, mais le médian était à 42 000. Or, maintenant, le salaire d'entrée, le salaire minimum, est de 100 000 €, ce qui est donc complètement inapplicable, et on comprend tout à fait que la SRF soit les premiers à s'être rebellés contre les représentants des syndicats de salariés, tout d'abord, donc ça commence à ruer dans les brancards à ce niveau-là, et évidemment d'avoir intenté cette annulation, mais... Et vous avez des alternatives On avait préparé une convention collective pour le cinéma qui était destinée à être
applicable, bien difficile bien sûr, mais applicable, raisonnable. Tout le monde, on va dire les pouvoirs publics ont fait la sourde oreille comme si ce texte n'existait pas. Les syndicats de salariés, je précise, la CGT, le SNTPCT principalement, n'ont même pas cherché à lire le dit texte, car ce n'était, en fait, la négociation a été complètement pipée. Il y a eu 2 révocations de médiateurs de la République qui, dès qu'ils commençaient à connaître un petit peu le champ en fait, dans lequel on leur avait demandé d'agir, se rendaient compte de la dangerosité de l'extension du texte proposé par l'API et la CGT et le SNTPCT. Donc il y a eu 2 médiateurs de la République qui ont été nommés par les ministres de tutelle, et ces 2 médiateurs, dès qu'ils ont commencé à connaître véritablement le sujet et à se rendre compte de la dangerosité de l'extension de ce projet de convention collective qui était principalement poussé par l'API, la CGT et le SNTPCT, ils ont été tout simplement récusés. En pleine négociation, les gens se lèvent et disent « nous vous récusons ». C'est formidable, c'est parfaitement impoli, c'est parfaitement inefficace. Enfin, inefficace, non, ils sont arrivés à leur fin. C'est-à-dire qu'ils ont forcé la main et il y a eu extension. Maintenant, j'ai fini par dire, vous savez, je ne représente pas les salariés. Donc finalement, l'argent que l'on a, les budgets que l'on a, on peut les apporter dans les pays où nous ne sommes pas injuriés pour dépenser cet argent. Et puis il y a plein de pays où il y a énormément de techniciens fort compétents, comme on peut le voir dans tous les films présentés au Festival de Cannes. La France n'est plus le seul endroit du monde où on sait faire du cinéma. On sait faire du cinéma et du beau cinéma partout dans le monde. Donc lorsqu'un budget ne nous permet pas de faire le film en France, il nous permet dans 99,9% des cas de le faire partout ailleurs. Surtout que la France a inventé le cinéma et en même temps elle a eu pas mal de techniciens, d'enseignants qui sont partis enseigner le cinéma à l'étranger. Bien sûr. La France est présente partout. La France est présente partout. Des Français sont présents dans de nombreux pays du monde, donc on peut retrouver des Français en s'expatriant. Malheureusement, aujourd'hui, si on veut continuer à produire, compte tenu de cette inflation qui nous a été imposée, compte tenu également en parallèle de la diminution de l'apport ou des chaînes de télévision qui sont les principaux bailleurs de fonds du système et ou des pouvoirs publics, puisque l'État est en faillite, on ne peut pas lui demander de mettre de l'argent alors qu'il n'en a plus pour quelques départements que ce soit. Eh bien, on continue de faire du cinéma à des coûts un peu plus réduits ailleurs. Il y a beaucoup de mensonges pour vous sur ces futures négociations qui peut-être reprendront. C'est très politique, donc c'est un pléonasme de dire qu'il y a des mensonges. Voilà, alors tout ça c'était pour enchaîner sur votre premier film, il y a une dizaine d'années, c'est là qu'on s'est fait rencontrer Stéphane Guénin, oui, pour le 7e mensonge. Tout à fait. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus. Donc alors comment vous faites maintenant pour produire d'autres films? Vous en avez fait d'autres depuis? Oui, au total, là j'en suis à mon 3e. Le 2e long métrage, vous en avez l'affiche derrière, c'est L'Engagement 1.0 qui va sortir au dernier trimestre cette année. Dans les salles? Dans les salles françaises et dans d'autres pays, puisqu'on commence à avoir de bonnes ventes internationales. Il a été fait d'une manière française, mais avec des fonds privés. Il n'a pas été, une fois de plus, pas utilisé de fonds publics. Il a été... de télévision? Non, pas de télévision. Mais il s'est monté très 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 vite. Le film, entre le moment où l'idée de l'écrire, c'était en octobre 2012, le jour où on a commencé à le tourner, c'était le 5 janvier 2013. Je crois que c'est assez rare d'aller aussi vite. Il s'est terminé, il y a eu 12 jours de tournage, ce qui peut paraître très très peu, mais il a été très très bien préparé, et surtout quand on sait qu'un épisode de série américaine c'est 6 jours, donc on est dans cette... et c'est pour 42 minutes de film, nous on a 86 minutes de film, 11 jours, c'est tout à fait cohérent. C'est intense. C'est très intense, c'est très bien préparé, il y a peu de gens sur le plateau, mais que des gens avec une très grosse expérience. Par exemple, je n'ai pas ouvert la porte à avoir des stagiaires sur le tournage.
Parce que on savait que quand on a des stagiaires, on est là pour leur passer le témoin, les aider à comprendre et à apprendre, mais là on n'avait pas le temps. Donc ça devait aller très très vite et surtout sans rater. Les comédiens étaient tous très professionnels avec une grande expérience. Comme leur utile, très peu de prises alors. Quand il fallait en avoir plus de prises, on avait plus de prises, mais au moins tout le monde savait avant le tournage où on allait. Toutes les questions avaient été préalablement déblayées. La direction de jeu avait été validée et donc c'était simplement rentrer dans le mood et y aller à fond. Donc ils ont tous été très bons. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est le pitch pour donner envie, voilà, parce qu'on va le diffuser, donc oui. Engagement 01, donc 1.0, voilà, donc c'est un langage internet. Ouais. Voilà, donc est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est? Parce que là je vois sur la fiche, il y a marqué un avocat, une cause, une issue. Absolument. C'est un polar. C'est un thriller politique dont l'intrigue est un très fameux avocat parisien est arrêté et mis en garde à vue par la DCRI pour interrogation musclée sur ses accointances avec des investisseurs de pays du Moyen-Orient. Et ces investisseurs sont suspectés de financer le terrorisme en France. Voilà, vous vous êtes inspiré sur l'actualité presque. Je me suis effectivement... C'est une fiction, mais qui est proche de la réalité, qui pourrait. Il y a que des éléments réels, mais romancés. Parce que la réalité, c'est un documentaire ou un reportage. Le cinéma doit aller un petit peu plus loin. C'est bigger than life, comme disent les Américains. Donc on va beaucoup plus loin. Et évidemment, on utilise des faits réels, des faits qui ont été publiés. Et autour de cela, on crée une histoire. Alors on rappelle la sortie. La sortie sera au dernier trimestre 2014, sauf si on a quelques gros festivals internationaux qui veulent le film et avec lesquels on était en contact étroit pendant le festival avec les programmateurs. Et à ce moment-là, on pourrait décaler légèrement la sortie pour qu'ils vivent un peu en festivals internationaux avant d'arriver en exploitation en France. Alors si les Zooms va suivre cela de près, et donc on mettra donc tout ce qu'il faut en ligne à cette époque-là et on essaiera de voir le film. Bien sûr, vous verrez le film avant et vous aurez, parce que on se connaît depuis un petit moment et on s'apprécie, des informations privilégiées. Voilà. Alors vous en avez un autre aussi qui est dans la foulée que vous avez tourné. Oui, qui est dans la foulée, qui est un film américain qui a été... Vous avez été produit aux États-Unis? Non, j'ai été produit par les Américains. Les Américains qui ont produit. Oui. Vous n'avez pas fait une coproduction? Pas vraiment, non. J'ai un siège de producteur exécutif parce que je suis à la base du premier scénario. Ensuite, il a été repris par 5 scénaristes américains et donc c'est devenu le film dont on a encore des plans à terminer cet été, tourné à Savannah, on est dans l'état de Géorgie aux États-Unis, et tourné en Belgique. Alors, quelle est la différence par rapport justement aux autres parce que quand on travaille avec les Américains, on dit c'est vraiment pas pareil que le système français, quoi. Alors, oui. Est-ce que vous, ça vous a plu ou ça vous a pas plu? Parce qu'il y a des réalisateurs qui aiment retourner, il y a d'autres qui veulent pas. Alors moi, mon directeur de la photo, c'est toujours le même. C'est Michael Hofstein, qui a fait le 7e mensonge, mon premier long métrage, avec lequel j'ai fait l'engagement 1.0, qui est venu sur cette très courte période de temps, et qui était l'un des producteurs et directeur de la photo de Killing Uncle Roman, qui sera donc ce film américain qui est on va dire une descente dans l'univers de deux tueurs en série qui se rencontrent fortuitement, tombent amoureux et décident de partager leur plaisir avec d'autres personnes, leur plaisir étant de les tuer. Donc on imagine que ça devient un petit peu sanglant. Voilà, donc c'est vrai que voilà, les alternatives, il y en a. Donc c'est-à-dire que vous travaillez avec les mêmes personnes, on a l'impression, depuis pas mal d'années. Je suis fidèle. Oui. Je suis fidèle. Il n'y a pas de raison de changer une équipe qui s'apprécie. Et pour revenir à votre question précédente de savoir si j'appréciais de travailler avec les Américains, la réponse est oui. J'apprécie énormément parce que ce sont des grands professionnels à chaque poste. Il n'y a pas d'amateurisme et surtout, il y a une nécessité d'obtenir un résultat. On ne fait pas un film pour qu'il y ait une personne en salle, parce que le film n'est pas autofinancé
par l'argent mis à la fabrication. Il doit faire de l'argent à l'exploitation et rapporter plus que ce qu'il n'a coûté. Donc, on doit vraiment tenir sa position, on doit tenir ses budgets. Le film doit coûter véritablement une somme qui peut revenir en exploitation, et on parle toujours de l'exploitation sale. On ne parle pas d'une exploitation globale, VOD et chaîne de télévision. Non, non, on parle ou exploitation sur d'autres pays. On parle avant tout du box-office sur le marché domestique. Donc quand on a cette exigence, on serre les fesses, on fait de notre mieux parce qu'on est toujours sous la pression de... Mais c'est une pression positive. Donc je comprends tout à fait que certaines personnes aient besoin d'un certain confort finalement pour être plus performants. Et à ce moment-là, effectivement, le système américain des producteurs qui donnent des coups de téléphone même sur le plateau, si un quart d'heure après l'heure prévue du démarrage du premier plan, le premier plan n'est pas en boîte, évidemment, ça peut bloquer certaines personnes. Et puis d'autres, comme moi, qui sont plus performants quand il y a de la pression. Donc plus il y a de pression, plus je suis performant. Et donc ce sont des conditions de travail qui me satisfont pleinement. Oui, parce que c'est ça aussi, c'est de la création. Oui. Donc on peut improviser, voilà, il faut savoir réagir tout de suite, c'est ça la qualité d'un réalisateur. Et des producteurs qui s'entendent avec lui aussi. D'abord, il faut faire le même film. Voilà. Je comprends tout à fait, étant moi-même producteur sur certains films, que le producteur doit avoir le dernier mot, parce que normalement il a une vision la plus large de ce qu'est le film, depuis son écriture jusqu'à son exploitation commerciale. Or, je pense que tout réalisateur doit être, en tout cas est en général mégalomane, et voudrait que son film soit vu par 1 milliard de spectateurs. En tout cas, je le souhaite, je l'espère, parce que si quelqu'un fait un film et qu'il demande énormément d'argent, parce qu'un film coûte toujours énormément d'argent, et que c'est simplement pour être vu par les proches, la proche famille et 2 amis, ferait mieux de faire une peinture, ça coûterait moins cher et il pourrait effectivement faire ce qu'il veut, toujours avec la notion de cadre, mais beaucoup moins d'argent mis en cause et de responsabilité, parce que même sur un, entre guillemets, petit film, on fait manger les gens pendant 2 ou 3 ou 4 mois, mais on en fait manger 200 ou 300. Sur les très gros, ça peut monter à 2000 et ça peut monter sur 2 ou 3 ans. D'accord, mais c'est quand même une sacrée responsabilité et s'il faut en être conscient. Il ne faut pas être des enfants gâtés en disant parce que je fais un film, j'ai le droit à. Non, on n'a droit à rien du tout. Il faut convaincre que l'argent qu'on va utiliser va d'abord avoir son utilité et d'autre part générer plus de retours que de sorties. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui disent que le cinéma français coûte parfois trop cher, il y a des dépenses qui sont inconsidérées? Malheureusement, comme il n'y a pas d'obligation de résultat, ce qui au départ a été créé comme système permettant d'éviter la ruine en cas d'échec. Ça devait être un filet de sécurité. Or, beaucoup de personnes ont dénaturé ce système et finalement se sont dit bon ben le film, ok, j'arrive à lever 10 millions d'euros, c'est très bien, ben, je vais le faire à 3. Donc on demande à tout le monde de faire des efforts. Puis c'est pas grave si ça plaît pas aux spectateurs, puisque l'argent c'est fait à la fabrication. Et on arrive avec beaucoup de films qui sont, je pense, malheureusement pour le cinéma français, une honte. Le résultat, c'est que les spectateurs, quand ils voient une affiche, ils sont des fois attirés par l'affiche, et puis ils regardent, ils disent « Ah, c'est un film français ». Alors j'y vais pas. Et ça, c'est 80% de la population. Et les vrais chiffres... Non pas ceux qui sont publiés, mais ceux que le CNC récapitule et que les producteurs ont et les distributeurs ont, sont malheureusement le vrai miroir de cette réalité. Et c'est mauvais pour tout le monde, c'est mauvais pour le système, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il ne peut pas y avoir d'investisseurs privés qui viennent financer. Parce qu'un investisseur privé ne peut pas se contenter de donner de l'argent comme ça, sauf si ça rentre sous une forme de mécénat et que c'est pour baisser son niveau d'imposition. Mais si on s'adresse à des privés qui souhaitent avoir un coefficient multiplicateur à leur investissement,
ils ne viennent pas dans le cinéma français et ils ne sont pas prêts d'y venir. Alors pour conclure, on va dire que Stéphane, vous êtes un passionné de cinéma pour relever toutes ces casquettes et en même temps toujours y croire, parce que c'est ça qui est important, c'est qu'on croit à ce qu'on fait et on croit aux autres avec qui on travaille. Tout à fait. Ah bah ça, la passion, je crois que si j'avais pas de passion, je n'aurais pas choisi cette voie, je serais resté dans mon cabinet d'avocat. Ça c'est certain. Oui, mais non, je suis passionné, et ma passion est venue du cinéma français et du cinéma américain avant que je rentre dans ce milieu, c'est-à-dire avant les années 90, je suis rentré en 94 dans ce milieu-là. Donc je dirais que j'aimerais que cette veine, ce savoir-faire, cette qualité que nous avions revienne. Et je pense que c'est le moteur aussi de ma lutte au sein de la FPF, c'est pour redonner à la France une vraie qualité, ne pas se cacher derrière l'alibi de l'exception culturelle. Non, on est obligé d'inventer ça parce que nos produits ne sont pas suffisamment bons. Tout simplement, et je parle bien de produit parce que c'est un produit, c'est pas de l'art. Ça devient de l'art à partir du moment où les spectateurs décident que ça en est. Mais s'auto-intituler artiste est pour moi très prétentieux et très déplacé. En tout cas, avocat, il y en a un dans votre prochain film, oui. Engagement 1.0. Oui. Donc au moins vous savez de quoi vous parlez dans vos scénarios. Ah, ça c'est très important ce que vous dites. Effectivement, quand je ne sais pas, j'ai un conseiller technique qui exerce la profession. Et là, j'ai parlé de choses que j'ai vécues, tant au niveau de certaines forces de police avec lesquelles j'ai collaboré, soit au niveau de la mentalité de certains des avocats que j'ai pu côtoyer. En tout cas, Stéphane Guénin, merci beaucoup. Puis on va maintenant rester en contact et suivre votre actualité. Merci. Merci à vous. À bientôt.